RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Bonsoir et merci, d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, un drame s'est produit dans un collège de Haute-Marne. Un jeune de 14 ans a poignardé à mort une surveillante alors qu'il y avait à l'extérieur de l'établissement une fouille de sac. Une minute de silence a été observé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre François Bayrou a dénoncé une décomposition de la société. Y a-t-il une réponse politique à donner à ces événements beaucoup trop fréquents? Il y a par nature une réponse politique à donner. Permettez d'avoir une pensée quand même pour cette jeune femme, sa famille, son petit garçon et toute la communauté éducative qui est de nouveau frappée par un acte terrible. Il y a forcément une réponse politique, sinon nous ne serions pas là. Est-ce que c'est une seule réponse qui peut répondre à ce défi qui est celui multiple de la violence, de l'absence de prise de conscience, de la circulation d'armes, y compris d'armes blanches? Non, il faut qu'on soit tout azimut. Alors il y a le sujet de la circulation des armes blanches. Je dis bien la circulation parce que la détention, vous allez dans n'importe quelle cuisine de France, il y a évidemment des couteaux de cuisine par nature. Et donc ça, c'est pas nouveau qu'on ait ce type de matériel dans les cuisines. La nouveauté, en tout cas ce qui semble se prospérer malheureusement, c'est le fait que des jeunes, parfois des moins jeunes d'ailleurs, s'emparent de ces ustensiles de cuisine pour les transporter avec eux quand ils vont à l'école, quand ils vont à l'université ou quand ils vont dans la rue. Parce que là, on est dans un phénomène qui se déroule dans un collège. Mais enfin, reconnaissons aussi qu'on a eu beaucoup d'actes, y compris dans la rue. Donc on a le premier sujet, c'est comment on fait en sorte, non pas de limiter la vente, parce que ça... c'est ce que dit François Bayrou, hein, il dit qu'il faudrait réglementer et durcir l'obtention des armes blanches. Sans doute pour un certain nombre. Vous le dites, les couteaux de cuisine vont fermer d'arty ou... C'est pas la question de fermer d'arty, c'est que ça a une utilité dans les cuisines. Bon. Mais on peut regarder quand même que quand un jeune de 14 ans se présente et ou 16 ans et veut avoir une arme de cette nature, on puisse lui interdire. Il y a parfois aussi des armes qui n'ont rien à faire ni dans les cuisines ni en circulation. Ça, c'est le premier élément. Il y a le deuxième élément, et c'est là que c'est d'ailleurs assez frappant, cette affaire et ce drame, c'est ce qu'ont décidé sous l'impulsion du Premier ministre, Mme Borne et M. Retailleau, c'est-à-dire d'effectuer des fouilles, c'est-à-dire de s'assurer au moins à défaut. Mais c'est ce qui s'est passé. Et la fouille a lieu et l'adolescent frappe cette assistante d'éducation à ce moment-là. Il n'empêche que même si là, on est pris en défaut, on ne peut pas dire le contraire, il est nécessaire quand même de s'assurer que dans les établissements scolaires, il y a plein d'autres endroits au fond. Enfin, vous allez dans n'importe quelle grande surface ou grand magasin et les gens vous demandent d'ouvrir les sacs. C'est pas tout à fait aberrant que dans des espaces qui devraient être complètement préservés, ça puisse se faire. Est-ce que ça suffit? Là encore, non. Troisième élément, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse quand même à une forme de déstructuration, de délitement de la société, parce que la question de fond sur ce fait, comme sur beaucoup d'autres, c'est qu'est-ce qu'un gamin fait avec une arme blanche dans son sac? Qu'est-ce qui meut cette... On dit que celui-là n'avait pas d'antécédent judiciaire. On verra ce que dira l'enquête. Mais il y a quand même quelque chose de curieux. Je suis d'une autre génération, mais enfin, on ne se promenait pas avec des couteaux. Il nous venait même d'ailleurs pas à l'idée, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, d'aller au collège, encore moins à l'école, mais ni au collège, ni au lycée, ni d'ailleurs à la fac, avec une arme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là-dessus qu'on a un travail, pas seulement de prévention, parce que je n'aime pas trop le terme, mais un travail collectif à mener pour que le rapport à l'armement, arme blanche ou arme à feu, là c'est beaucoup plus réglementé, c'est plutôt la question du trafic qui peut se poser, puisse être fait. On a une société, le Premier ministre a aussi évoqué la question... des maladies mentales. On a quand même un certain nombre de jeunes qui désormais sont en errance mentale. Et donc il y a quelque chose à travailler, parce que je ne me résous pas quand même à ce qu'on dise cette génération est perdue pour la cause. Parce que pour le coup, on les a là. Et il faudra bien qu'on traite ce problème. Marc Fesneau, hier, le président de la République déplorait, je vais le citer dans le texte, le brainwashing, c'est-à-dire le lavage de cerveau, sur, disait-il, les derniers faits divers et une espèce de passion pour le drame permanent. C'est une référence notamment aux émeutes après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, après ce drame, il déplore un déferlement de violence insensé. Comment s'y retrouver dans la pensée d'Emmanuel Macron? Ça ne me paraît pas incohérent de dire à la fois, quand on est sur des violences comme celle
lié à la victoire du Paris Saint-Germain. Il y avait eu un jeune homme qui avait été tué à Dax aussi, et deux autres morts. Et le jeune homme tué à Dax n'était pas du tout dans la configuration. Ça s'est fait le soir de la victoire du PSG, mais on sait très bien désormais, les faits étant posés sur la table, que c'est un règlement de compte, enfin, je n'aime pas le terme de règlement de compte, qu'il n'y a pas de compte à régler, avec un autre jeune avec lequel, manifestement, il avait eu une altercation. Donc c'est à délier. Le deuxième, c'est un accident sur un des jeunes, je crois, supporters, qui, lui, a eu un accident de circulation. Donc, on n'est pas dans des actes de même nature et liés aux mêmes faits. Le président de la République a raison de dire que... essayons de ne pas... Alors, il faut qu'on évoque ces faits divers. J'aime pas le terme faits divers, parce que ça finit par être des faits de société. L'affaire de et les transport permanent d'armes blanches, c'est un fait de société. Et les émeutes qui se répètent. Oui, alors ça, c'est pas nouveau, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les régler. C'est pas non plus un fait divers, en fait. Non, mais il y a quand même un fait de société aussi, là, qui se construit. Mais reconnaissons que ce n'est pas tout à fait de même nature et que le président de la République a raison de dire essayons de trouver des solutions, essayons de ne pas simplement cultiver ou la peur ou la passion sur ces sujets-là. Je pense qu'avec raison, on doit essayer de poser les problèmes. En fait, Emmanuel Macron déplorait notamment que les faits divers, en quelque sorte, privent la France de débats de fond, notamment sur les questions d'environnement. Est-ce que vous pensez qu'il faut opposer ces deux sujets? Non, alors peut-être que j'ai tort, mais je ne l'ai pas lu chez le président de la République comme une question d'opposition. Mais il me semble qu'il ne faut pas que ces sujets-là viennent, et c'est normal qu'ils suscitent plus que l'émotion, d'ailleurs l'indignation de nos concitoyens, mais il ne faut pas que ces sujets-là viennent aussi ne pas poser des questions sur d'autres sujets qui sont le dérèglement climatique et ce qu'il y a à faire pour lutter contre le dérèglement climatique, les sujets de conflictualité à l'extérieur de nos frontières, et pas si loin que ça. Tout ça, c'est des sujets aussi à poser sur la table. Et parfois, quand vous regardez ce qui s'est passé sur le PSG, post-victoire, on a eu la soirée qui était saturée d'images violentes et inacceptables, comme si c'était le fait majeur de la journée, alors que pendant ce temps-là en Ukraine, pendant ce temps-là au Proche et Moyen-Orient, etc. Donc il faut qu'on essaye, comment dirais-je, avec la raison qui doit être de mise, de ne pas dire que ça n'existe pas, essayer de résoudre ces problèmes-là sans oblitérer ce que sont les nécessités des autres sujets. Sur l'environnement, justement, Emmanuel Macron a exprimé sa contrariété après la suspension des primes à la rénovation de l'habitat et après l'abrogation des zones à faible émission dans les grandes villes. Et alors, je vais le citer. J'attends, a-t-il dit, j'attends des acteurs et du gouvernement qu'on maintienne cette politique. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé ces derniers jours. Est-ce qu'Emmanuel Macron a oublié qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale? J'en sais rien, vous lui demandez. Mais cette déclaration, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai voté contre l'abrogation des ZFE. Non pas que je ne dise pas, on est typiquement dans le sujet à la française. C'est-à-dire qu'on prend une mesure qui est plutôt de bon sens, qui est celui d'améliorer la qualité de l'air de notre pays. entre 30 et 40 000 décès liés à la pollution de l'air. Tout le monde le dit globalement. Alors, il y a quand même des complotistes qui nous expliquent que ça non plus, ça n'existe pas. On fait une mesure qui est trop administrative, trop technocratique. Je rappelle qu'il y a 150 ZFE en Europe et qu'il n'y a pas de problème majeur, vous n'en entendez pas parler comme on en entend parler en France. En revanche, en France, plutôt que de dire il y a quelques grandes villes sur lesquelles il faut polariser notre attention, Paris, Lyon, Marseille, ou pour des raisons de géographie, de température, on a des difficultés, on avait 200 ZFE en France. Donc on a été de Dijon à Lille en passant par je ne sais pas où, on a décidé sur un seuil non pas de pollution mais démographique que tout le monde devait passer à cette toise-là. Du coup, on a mis le système en ébullition. Résultat des courses, la seule solution que trouve un certain nombre, c'est de dire on supprime les ZFE. Enfin, la pollution, elle existe. Ces difficultés-là existent. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut à la fois dire ça ne marche pas comme il faudrait que ça marche, ça met en tension trop. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui peuvent se sentir exclus. Et en même temps, le sujet de la qualité de l'air, c'est pas pour embêter les Français, c'est plutôt pour améliorer leur vie. Et donc, ayant voté contre, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on essaie de trouver un chemin de raison quand même et de mobilisation collective. Mais là, vous avez, reconnaissons-le, une partie de la droite, l'ensemble du Rassemblement national et la France insoumise aussi. S'y est mise. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez une difficulté majeure qui est celle de trouver une majorité ou une contre-majorité, mais ça n'empêche pas quand même que nous puissions être, non pas gardiens ou garants, mais à dire que c'est pas parce que ça a été supprimé à l'Assemblée nationale, ça n'est pas une mesure sur laquelle il faudrait travailler. Et il y a une ribambelle de sujets de cette nature-là. Alors, le 9 juin 2024, Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale. Et lors du sommet de Nice, le président a affirmé qu'il ne souhaitait pas une nouvelle dissolution à l'Assemblée nationale, tout en rappelant qu'il ne s'agissait pas non plus de se priver d'un pouvoir constitutionnel. Autrement dit, qu'il ne s'interdit pas non plus de dissoudre. Ces propos sont
plus ou moins ambigu. Est-ce qu'une nouvelle dissolution serait pertinente selon vous? Il y a 3 choses. Est-ce qu'elle est possible? Oui. Oui. Est-ce qu'elle est pertinente? À mon sens, non. Voilà, mais c'est pas parce qu'il y a voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un oui, mais dans les propos d'Emmanuel Macron. Mais alors, pour le coup, peut-être que je radicalise la pensée du président de la République. Moi, je crois qu'il n'a pas voulu dire autre chose que c'est une prérogative du président de la République. Elle peut s'exercer à partir du 9 juillet. Oui. Okay, ou du 7 juillet. Deuxième élément, je ne souhaite pas en faire usage. Et c'est comme ça qu'il faut lire. Je ne vois pas quel serait l'intérêt, au risque simplement d'une déstabilisation supplémentaire, dont, me semble-t-il, le pays n'a pas besoin. On a évoqué déjà quelques sujets. Vous voyez bien que là, on a besoin d'un Parlement. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on sortirait avec un Parlement qui changerait radicalement Peut-être plus de voix pour le Rassemblement national. Oui, mais on n'aurait toujours pas une majorité, on aurait toujours le même problème et on aurait toujours les mêmes postures. Oui. Il me semble que d'ailleurs au Parlement, si vous me permettez de le dire, on a besoin aussi de sortir les uns et les autres de nos postures. Parce qu'il y en a qui viennent de la gauche, il y en a qui viennent de la droite. Nous sommes plutôt dans l'espace central et il me semble que l'intérêt du pays, quand même, c'est que ça avance et pas simplement de bloquer. Parce que 2 ans de blocage, comme parfois on assiste trop à l'Assemblée nationale, je pense qu'on court à la catastrophe. Est-ce que c'était... Vous diriez que c'était effectivement une erreur fatidique, fatale, cette dissolution? Non, non, ça dépend ce qu'on pensait. Quand même. Reconnaissons quand même une chose. Je vais avoir une pensée un peu originale sur le sujet, alors, non pas pour failloter, j'ai pas besoin et j'ai passé l'âge de le faire, mais nous étions dans la situation en juin 2024 où grosse défaite électorale aux européennes, absence de majorité avérée à l'Assemblée nationale et un bloc de gauche unanime pour nous taper dessus et des LR unanimes pour être dans l'opposition. C'était une difficulté, y compris pour voter un budget. Nous n'avions que des oppositions et pas de majorité. Ça faisait beaucoup pour essayer de faire passer un budget. Même si ceux qui ont pu penser que ça allait donner une majorité nouvelle ont pu se tromper, certes, mais en revanche, ça a quand même permis de clarifier un certain nombre de choses. Ça a permis de faire en sorte, ce que je souhaitais depuis longtemps, que les Républicains, et ils sont nombreux dans ce cadre-là, aient envie de participer à l'effort national de redressement et se comportent en partie de gouvernement. Et les socialistes, à l'issue de la première motion de censure qui est arrivée au mois de décembre, eux aussi de se comporter en partie de gouvernement. Si on pouvait avoir à l'Assemblée nationale des gens qui ne se comportent pas juste comme si jamais ils n'auraient à gouverner, mais des gens qui soit gouvernent, soit réfléchissent comme des gens qui sont en situation de gouverner, et c'est ce qui s'est passé depuis 1 an, même si ça caote, on ne va pas dire le contraire, même s'il n'y a pas de majorité, même si dans plein de cas on est battu. Reconnaissons quand même qu'il y a un début de clarification pour les uns ou pour les autres, c'est-à-dire de dire on ne peut pas se contenter, alors nous sommes en partie responsables, nous, de ne pas les avoir laissés rentrer en mode coopératif. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont obligés. Alors, c'est pas facile, parce que c'était pas la culture depuis 7 ans, y compris pour nous, mais il y a un certain nombre de gens qui sont rentrés dans une culture de responsabilité. C'est mieux qu'il y a 1 an, de ce point de vue-là. Et vous pensez, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'une nouvelle dissolution n'aurait sans doute pas un grand effet sur les rapports de force, bien sûr, que la France va continuer à vivre pendant 2 ans encore dans cette espèce de léthargie? Mais il nous appartient à nous, à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut prendre nos responsabilités, de faire en sorte que nous ne soyons pas au rendez-vous de la léthargie. Alors, on ne peut pas dire non plus qu'on soit rentré dans la léthargie. On a un budget... je signale quand même que l'Union européenne a reconnu que si nous tenions notre objectif, et pour l'instant nous tenons une trajectoire qui était de redressement des finances publiques, on est loin du compte au bout, mais quand même, dans cette trajectoire-là, il y a un certain nombre de textes qui passent. Il peut y avoir ce sentiment de léthargie, parce qu'au milieu des textes qui passent, la loi d'orientation agricole, la loi sur le narcotrafic, le budget quand même, parce que ça paraît étonnant de dire ça simplement. Je rappelle que nous n'avions pas de budget au mois de janvier, ni au mois de février. Donc tout ça permet quand même d'avancer, même si, comme au milieu, il y a beaucoup de pagaille, beaucoup de désordre, avec des gens qui l'entretiennent à l'Assemblée nationale, ça peut donner le sentiment de la pagaille ou de la léthargie. Mais c'est à nous, responsables publics, de dire on n'est pas d'accord. Il y aura un grand débat au moment de la présidentielle. Il va démarrer dans 18 mois. Si on pouvait faire de ces 18 mois... Il va sans doute démarrer avant. Oui, il va s'intensifier. Si on le démarre avant, je garantis qu'on court à la catastrophe pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas se livrer au populisme. Si on n'est pas capable, dans les 18 mois qui viennent, de dire ce qu'on est capable de faire ensemble. Moi, j'ai toujours dit, depuis le gouvernement Barnier, il y a des sujets sur lesquels nous pourrions converger. Et dans le bloc central, et sans doute avec une partie de la gauche. Essayons de mettre ces sujets-là sur la table. Et les autres, ils seront tranchés par les Français au moment de la présidentielle. Mais est-ce qu'il y a toujours ces 40 milliards d'économies à trouver? Est-ce que vous pensez que le chemin d'un accord est possible encore?
où les décisions vont tomber comme un coup près parce que voilà, la concertation aura échoué avec les groupes parlementaires. Il appartient quand même au gouvernement de poser sur la table un certain nombre de propositions. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut proposer un plan global. Parce que dès que vous sortez, vous le voyez bien, dès que vous sortez une mesure, immédiatement, c'est le tir au pigeon qui s'organise. En disant non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça, et à la fin, rien. Bon. Donc c'est bien d'avoir un plan global qui permettra d'avoir une visibilité globale, qui permette après... Alors, il y a du travail qui est fait avec les parlementaires, mais vous voyez bien que si le gouvernement drop, pardon de l'expression, sort trop vite des mesures, immédiatement, elles sont tuées les unes après les autres. Bon. Donc on a besoin d'avoir une proposition gouvernementale et après d'essayer de trouver avec le Parlement une voie de passage. Mais moi, je le dis très simplement, si nous ne trouvons pas une voie de passage, les gens qui nous prêtent trouveront une voie de passage. Parce qu'eux, ils nous réclameront des comptes. Nous sommes stabilisés en termes de notation, nous sommes stabilisés... Il y a les instances internationales, enfin... Oui, mais moi je préfère dire ceux qui prêtent, parce qu'on dit toujours le FMI, et comme personne n'aime le FMI, ça fait populaire de dire c'est la faute du FMI. C'est ce qu'a dit Amélie de Montchalin ce matin, ça, que la France pourrait être mise sous tutelle, en fait. Mais quand vos prêteurs n'ont plus confiance... Oui. Quand le fait de vous prêter... Quand on dit ça et qu'on est ministre d'Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron est là au pouvoir depuis 8 ans, c'est mettre en cause aussi la politique du président de la République depuis 8 ans. Certes, mais reconnaissons... Le passif, il existe quand même. Mais moi, je ne dis pas que nous sommes exempts de cette dette. Mais on est arrivé, il y avait 2 000 milliards, et aujourd'hui, il y en a 3 000. Une grande partie étant liée à la crise du Covid, mais vous pourrez reconnaître, par exemple, qu'Elisabeth Borne et le président de la République, si j'ai bonne mémoire, était déjà Emmanuel Macron, a essayé de faire une réforme de retraite où, sur tous les bancs, LR compris d'ailleurs en partie, on a refusé cette réforme qui visait de pousser de 62 à 64 ans, quand dans tous les pays d'Europe et du monde, c'est la trajectoire compte tenu d'une démographie. C'est pas pour embêter les gens, c'est la stratégie de démographie. Ouais. Nous avons un problème collectif, donc je prends notre part d'échec dans cet élément-là. Mais 2 000 milliards, 3 000 milliards, personne, quand il s'est agi du Covid, nous a dit attention, on dépense trop. Quand il s'est agi, quand il y a eu la crise inflationniste, de mettre en place un bouclier tarifaire, tout le monde disait ah non, il ne faut pas qu'on dépasse 2 euros pour le carburant, gasoil ou super, il ne faut pas faire ceci, il faut qu'on amortisse sur le gaz. On est le seul pays d'Europe, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros qui avons mis en place ce bouclier. Alors il faut que chacun... nous balayons devant notre porte, mais nous sommes collectivement un peu inconséquents. Vous préconisez quoi, vous, aujourd'hui ? Il faut faire des économies. Tout le monde dit oui, et quand on lui dit ça commence par toi, tout le monde dit non. Ça, c'est un problème. Je suis sûr qu'il y a une conscience collective. C'est comme les éoliennes, not in my garden. Oui, c'est not in my garden. Tout le monde est d'accord. Et donc, on a besoin d'avoir une prise de conscience collective là-dessus. En 30 secondes, le loup n'est plus strictement protégé, il est juste protégé. Ça veut dire qu'il va être plus facile de tuer des loups à l'avenir pour les éleveurs ? Alors ça, c'est un sujet dont je m'étais beaucoup occupé. En 20 secondes, on va passer d'une logique de plafond de tir à une logique de régulation de population, c'est-à-dire qu'on a un objectif, il y en a 1000, on ne veut pas que ça dépasse les 1000, et il y aura toujours des loups. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait à la fois qu'on régule et en même temps qu'on maintienne cette espèce qui est assez remarquable. Merci Marc Fesneau. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Camille Néran et à toute l'équipe technique. À bientôt.